Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va parler des environnements de bureau. Il est possible que vous ne sachiez pas ce qu'est un environnement de bureau, mais en fait, si, vous savez ce que c'est. Plus précisément, si vous avez un ordinateur, vous savez ce que c'est. L'environnement de bureau, c'est simple, c'est ça. C'est l'interface qui vous permet d'utiliser votre ordinateur et d'accéder aux différents logiciels. Ça concerne donc essentiellement le bureau proprement dit, mais par abus de langage, on s'en sert parfois aussi pour désigner les trucs qui y sont directement rattachés, comme les applications de base d'un ordinateur, du style paramètres, gestionnaire de fichiers, magasin d'applications, etc. Les environnements de bureau ont connu leurs prémices dans les années 1970 et ont été popularisés dans les années 80, quand l'informatique grand public a fait son apparition. Il s'agissait tout simplement de la meilleure manière de permettre aux gens d'interagir avec un ordinateur. Le nom environnement de bureau vient ni plus ni moins du fait que l'interface joue un peu le même rôle que votre bureau, puisque c'est là qu'est posé votre travail et que c'est ce dont vous vous servez pour effectuer des tâches. Utiliser un environnement de bureau, c'est donc comme utiliser un bureau, justement. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pour ça que la corbeille est une corbeille, littéralement comme la corbeille à papier posée à côté de votre bureau. Comme plusieurs autres innovations en matière d'ergonomie informatique, l'idée de l'environnement de bureau est venue du centre de recherche de l'entreprise américaine Xerox avant d'être piquée par Steve Jobs pour être utilisée sur les ordinateurs Macintosh. Et aujourd'hui, des trucs comme la souris, l'interface graphique, l'environnement de bureau ou encore les icônes sont devenus des standards dans les ordinateurs pour les particuliers, et même pour les professionnels au final. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup évolué depuis les premières interfaces. Les environnements de bureau sont rapides, précis, efficaces, et de nouvelles technologies sont arrivées, notamment la navigation par geste, qui permet de faire des trucs avec les mouvements des doigts, et qui est aujourd'hui en train de devenir la norme sur les téléphones portables. Aujourd'hui, les deux environnements de bureau les plus connus sont bien sûr celui de Windows et celui de Mac, mais il en existe beaucoup d'autres, et même parfois meilleurs et plus à la pointe de la technologie que ce que Windows et Mac peuvent proposer. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de celui que j'utilise au quotidien depuis 2 ans, et qui est de très loin mon préféré, GNOME. Comme vous l'aurez compris si vous connaissez ma chaîne, GNOME fait partie de l'écosystème du logiciel libre. Il s'agit d'un ensemble de logiciels dont le code est ouvert, ce qui signifie que n'importe qui peut le consulter, le récupérer et le réutiliser comme il l'entend, et qui visent à respecter la liberté de leurs utilisateurs à s'en servir comme ils le veulent. Comme beaucoup d'autres innovations liées au logiciel libre, l'origine de GNOME est à trouver dans les années 1990. Cette période connaît une effervescence de projets libres, notamment avec le lancement du système d'exploitation GNU et du noyau pour système d'exploitation Linux, qui pose les bases de ce qu'est aujourd'hui l'écosystème GNU Linux. À cette époque-là, l'environnement de bureau libre qui commence à se faire connaître, c'est KDE, acronyme de K Desktop Environment, ou environnement de bureau K, dont j'ai toujours trouvé le nom rigolo parce que le K signifie absolument rien et qu'ils l'ont visiblement juste choisi parce que c'était stylé. Mais bref, KDE commençait à gagner en popularité, mais le problème c'est qu'il reposait encore à l'époque sur des outils propriétaires, donc pas des logiciels libres. 2 étudiants mexicains, Miguel de Icaza et Federico Mena, décident pour cette raison de lancer en 1997 un projet concurrent d'environnement de bureau qui, lui, reposera entièrement sur du logiciel libre. C'est la naissance du GNU Network Object Model Environment, plus communément appelé GNOME. Et quand bien même KDE devient lui aussi totalement libre en 1999, ça n'empêche pas GNOME de continuer son petit bonhomme de chemin. Bon, évidemment, avec l'œil d'aujourd'hui, cette interface a l'air assez austère, mais faut bien savoir qu'à l'époque, Windows ressemblait à ça et Mac à ça. Tout comme ses concurrents, l'interface de GNOME évolue et se singularise petit à petit pour adopter la forme d'un bureau avec 2 barres, une en haut qui affiche les applications et les informations essentielles, et une en bas qui affiche les fenêtres ouvertes et la corbeille. C'est ce qu'on appelle une métaphore d'interface, c'est-à-dire que l'interface de GNOME est faite pour faire penser à quelque chose qu'on utilise dans la vie réelle. Ici, GNOME utilise la fameuse métaphore du bureau, qui émule donc un bureau de la vraie vie. C'est cette orientation vers la simplicité d'utilisation qui fait que GNOME devient, dès 2004, l'interface de base d'Ubuntu, un système d'exploitation qui cherche à concurrencer Windows et Mac en se voulant facile à utiliser pour les utilisateurs néophytes. Ubuntu rencontrant un certain succès et laissant espérer pendant un temps une adoption de Linux par les masses, GNOME profite évidemment de sa popularité,
jusqu'à la séparation. En effet, en 2011, le projet GNOME revoit totalement sa copie et cesse de chercher à représenter un bureau virtuel en lançant GNOME 3. L'objectif est alors de simplifier encore davantage l'interface utilisateur en mettant l'accent sur la possibilité de basculer rapidement d'une tâche à une autre tâche et d'utiliser plusieurs espaces de travail en même temps. Mais clairement, cette sortie ne créait pas l'effet recherché, et GNOME 3 est au contraire jugé trop compliqué à utiliser. Peut-être un peu trop en avance sur son temps, ou tout simplement pas assez fonctionnel, il divise la communauté, provoquant des scissions. Ubuntu décide de créer son propre environnement, Unity, idem pour Linux Mint qui lance Cinnamon, et des nostalgiques de GNOME 2 décident de lancer le projet Mate, qui consiste à continuer d'utiliser la métaphore du bureau traditionnel en lui apportant les dernières technologies. Le projet GNOME ne cesse pas pour autant d'exister et continue d'être mis à jour, devenant peu à peu de plus en plus fonctionnel et continuant sur sa lancée originale. Il regagne peu à peu en popularité, notamment en 2017 lorsqu'Ubuntu décide finalement de le remettre en environnement de bureau par défaut, dans une version légèrement modifiée. GNOME redevient l'environnement de bureau synonyme de simplicité d'utilisation et regagne progressivement la confiance des utilisateurs. Enfin, en 2021, le projet lance la 4e version, GNOME 40, oui je sais, ils sont passés de 3 à 40, posez pas de questions, et cette nouvelle mouture permet à l'interface de faire un nouveau bond de géant en matière d'ergonomie, qui, cette fois-ci, parvient à mettre à peu près tout le monde d'accord. Aujourd'hui, GNOME est, avec KDE, le principal visage de Linux en termes d'interface utilisateur. C'est avec GNOME que j'ai personnellement fait mes premiers pas sur Linux en 2021, et c'est toujours lui que j'utilise aujourd'hui après avoir laissé tomber Windows, et je vous avoue que je ne reviendrai en arrière pour rien au monde, et je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, GNOME présente une interface de base très simple. Vous avez une petite barre en haut avec les informations de base à droite, la dateleur au milieu et un bouton activité à gauche. En cliquant dessus ou en tapant sur la touche démarrer, vous accédez au menu principal. Ici, vous avez en bas vos applications favorites et en haut une barre de recherche qui vous permet de chercher n'importe quoi dans votre ordinateur, que ce soit des fichiers, des logiciels ou même une recherche internet. En faisant tourner la molette de votre souris vers la gauche, vous pouvez accéder à un deuxième bureau virtuel distinct du premier. L'une des forces de GNOME réside donc dans le fait de séparer ses activités en différents bureaux et de faire en sorte qu'il soit très facile de passer d'un bureau à un autre. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire avec les autres environnements de bureau, enfin je crois, mais qui est pour moi poussé à son maximum sur GNOME. Comme il n'y a pas à cliquer en bas de l'écran pour passer d'une application à une autre, l'utilisateur est invité à se servir des différents espaces. Par exemple, un espace pour une tâche numéro 1, un espace pour une tâche numéro 2 et un espace pour les loisirs. De plus, l'utilisateur est invité à se servir davantage de son clavier pour ouvrir une application. Personnellement, je ne me sers plus du tout du dock depuis que j'ai réalisé que c'était plus rapide de rechercher les logiciels. Sur un ordinateur, pour ouvrir un logiciel, on a l'habitude de déplacer sa souris vers l'icône, cliquer et l'ouvrir. Sur GNOME, le plus simple, c'est de faire démarrer, nom du logiciel, entrée. Sur un ordinateur manœuvré au clavier et à la souris, c'est paradoxalement plus précis et plus rapide que sur les environnements habituels. Mais vous allez me dire que franchement, par rapport à la navigation classique, ça ne change pas grand-chose. Et j'ajouterais même ceci, sur un ordinateur fixe, où vous avez un clavier et une souris, l'interface de GNOME n'est pas 1000 fois plus pratique que la métaphore traditionnelle du bureau, où vous utilisez votre souris pour naviguer entre les différents logiciels. Mais en fait, c'est là que GNOME 40 a apporté une évolution immense, et cette évolution, elle se sent surtout sur les ordinateurs portables avec un pavé tactile. De base, je pense qu'on est d'accord sur le fait que le pavé tactile, c'est moins maniable que la souris. Vous avez moins de possibilités de mouvement et du coup, ça a tendance à être plus lent. Et déjà, rien que là, on commence à voir l'utilité de GNOME. En proposant une navigation qui tire davantage parti du clavier que de la souris, on limite le besoin d'avoir recours au pavé tactile, et la navigation sur GNOME devient plus rapide que la navigation pavé tactile clavier. Mais là où ça devient vraiment agréable d'utiliser GNOME, c'est avec la fameuse navigation par geste. Pour rappel, la navigation par geste, c'est ça, le fait d'utiliser des glissements des doigts pour faire des trucs. C'est très présent sur les téléphones, mais encore très peu sur les ordinateurs.
Alors bien sûr, c'est inaccessible avec le duo clavier-souris, mais avec un pavé tactile, c'est possible. Et là où GNOME devient génial, c'est que vous pouvez naviguer hyper rapidement entre vos tâches avec le pavé tactile. En gros, en utilisant vos 3 doigts, vers le haut, vous pouvez revenir au menu principal, et sur les côtés, vous pouvez passer d'un espace à l'autre. Et là, tout d'un coup, la navigation avec GNOME devient beaucoup plus efficace que sur n'importe quel autre environnement de bureau. Dit comme ça n'a pas l'air de grand chose, mais en fait l'énorme intérêt de naviguer comme ça, c'est de ne pas avoir une barre des tâches avec 50 icônes d'applications favorites où on finit par se perdre. Vous voulez ouvrir Firefox par exemple, swipe, F, entrée. Et c'est fait en moins d'une seconde. GNOME reprend à son compte la navigation par geste des téléphones portables et l'adapte super bien à un ordinateur portable. Et pourquoi pas à l'avenir aux ordinateurs fixes, via des claviers spéciaux qui auront un pavé tactile. Et alors, si l'apparence épurée de GNOME vous plaît mais que vous n'êtes pas fan de la navigation parce que par exemple vous avez trop l'habitude du clavier souris ou de voir vos icônes en permanence, eh ben il existe tout un écosystème d'extensions qui permettent de le faire facilement et qui sont prises en charge de manière ultra simple. Il suffit d'installer l'appli gestionnaire d'extensions et d'aller chercher ce que vous voulez. Vous préférez naviguer comme sur Windows? Installez Dash2Panel. Vous préférez macOS? Installez Dash2Dock. Vous êtes un des nostalgiques de GNOME 2? Installez Applications Menu, Places Status Indicator et Window List, et c'est bon. Alors jusque-là, donc, GNOME c'est juste un environnement de bureau qui propose une manière innovante de naviguer sur son ordinateur, mais ça ne va pas plus loin. Eh ben, figurez-vous que si, parce que GNOME, aujourd'hui, ce n'est plus juste un environnement de bureau, mais aussi un écosystème d'applications. Et les applications GNOME, c'est pour moi l'écosystème d'applications le plus beau qui existe, même par rapport à Apple. Les applications de GNOME reposent sur un principe simple. Littéralement, hein, le principe, c'est que c'est simple. En gros, toutes les applications GNOME doivent être construites de la même façon. Vous avez une barre supérieure en haut, et c'est tout. Toutes les applications doivent posséder cette barre unique et donc compacter au maximum les informations à l'intérieur. L'objectif, c'est de limiter le nombre d'infos qui s'affichent en même temps à l'ouverture de l'application et donc que le néophyte puisse comprendre aussi vite que possible ce que fait l'appli et comment elle le fait. Un exemple avec le navigateur internet, GNOME Web. Dans la barre supérieure, vous avez les trucs de base, avant, arrière, recharger, la barre de recherche et les favoris, et en cliquant sur ce bouton, qui est le même dans toutes les autres applis, vous accédez aux options supplémentaires comme la navigation privée, la synchronisation ou encore les paramètres du navigateur. De plus, tant que vous n'avez qu'un seul onglet ouvert, vous n'aurez que cette barre supérieure qui s'affiche, ce qui libère un maximum de place pour la page web. Et si vous en ouvrez une deuxième, ça ajoute de manière fluide une deuxième barre affichant les différents onglets. En gros, toutes les applis de GNOME fonctionnent de la même manière. Bon alors en ce moment, GNOME a lancé un nouveau thème pour ses applis, ce qui les rend plus jolies à l'œil, mais ils sont en train de l'implémenter appli par appli, ce qui fait que certaines ont encore l'ancien thème et certaines le nouveau. Par contre, si vous mettez en mode sombre, la différence ne se voit quasiment pas. Et alors pour moi, le seul problème avec les applications de GNOME, si on peut qualifier ça de problème, bah c'est que c'est pas toujours les meilleurs dans leur domaine quoi. Genre, le navigateur web, c'est clairement pas le plus rapide du marché, hein. Et d'ailleurs, la plupart des systèmes d'exploitation qui utilisent GNOME ont Firefox comme navigateur web par défaut, donc le problème ne se pose même pas. Alors d'ailleurs, si vous êtes des utilisateurs de Firefox, sachez qu'il existe un truc appelé le Firefox GNOME Theme qui s'installe en copiant une ligne de commande dans le terminal et qui vous permet de rendre Firefox plus gnomesque, et perso, je trouve le résultat assez satisfaisant. Et justement, si vous voulez installer autre chose, depuis la Logitech de GNOME, vous pouvez avoir un accès direct à des milliers d'applications, et même de celles qui n'utilisent pas l'interface de GNOME, comme GIMP ou Spotify par exemple. Ce qui fait que même si une application de GNOME ne vous satisfait pas, vous pouvez choisir les alternatives qui existent et peuvent être téléchargées en un clic, ce qui est quand même vachement plus simple et efficace que de devoir télécharger un .exe sur Windows. D'autant plus que contrairement à Windows, toutes les mises à jour sont gérées depuis la Logitech, donc vous n'avez rien à faire vous-même. En plus, GNOME est un projet en partie communautaire, ou plus précisément, il est développé conjointement par des développeurs indépendants et des entreprises. Et du coup, à côté des applications de base de GNOME, directement administrées par le projet, vous avez aussi les applis GNOME Circle, comprenez les applications qui ont reçu le GNOME Seal of Quality. Parmi les applications de GNOME que je trouve les plus intéressantes, il y a Jeux, un super émulateur qui permet d'installer des jeux rétro de plein de consoles différentes, mais aussi Shortwave, une station de radio super fonctionnelle, ou encore le logiciel de montage PTV, que j'ai pas encore
encore essayé parce que pour le coup j'utilise celui de KDE, KDE Live, mais qui m'a l'air super prometteur. Ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine vidéo. Quand la question se pose de savoir quel environnement de bureau privilégier pour un néophyte de Linux, la réponse que je vois souvent c'est s'il préfère Mac, qu'il utilise GNOME, et s'il préfère Windows, qu'il utilise KDE. Et je ne suis pas d'accord avec ça, déjà parce que pour moi KDE est déjà plus complexe à appréhender et maîtriser que GNOME, même pour quelqu'un qui vient de Windows, et ce même s'il reste accessible, hein, faut pas exagérer, mais aussi parce que pour moi GNOME ne ressemble pas tant que ça à Mac, ou plutôt il ne lui ressemble que parce qu'il se veut universellement simple et épuré, ce qui est aussi un peu le cas de Mac, en tout cas ils sont connus pour ça. On pourrait arguer que la navigation de GNOME est assez différente des habitudes et que ça peut être déroutant, et je suis d'accord, mais en fait les systèmes d'exploitation grand public qui utilisent GNOME, comme Ubuntu par exemple, ajoutent justement des trucs pour que l'utilisateur soit pas paumé. Sur Ubuntu en l'occurrence, il y a un dock sur le côté qui fait que vous avez un menu d'application facilement accessible et qui fait qu'en fin de compte c'est aussi facile d'utilisation que Windows ou Mac. C'est même plus simple d'utilisation que Windows ou Mac en fait. Déjà parce que GNOME est très uniforme, tout se fait à peu près de la même manière et donc c'est facile de comprendre comment marchent les outils, et aussi parce que certains trucs basiques sont vachement plus simples, comme le téléchargement d'applications. Maintenant, j'ai quasiment utilisé que GNOME depuis que j'ai lâché Windows, et ça pourra valoir le coup que j'essaye d'autres trucs à l'avenir. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!